Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la tier list du mois d'avril. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mets le lien en description. Et si vous l'avez pas vu, essayez de la voir avant puisque ça va vous spoiler les notes que j'ai mis au manga de la première partie. Comme pour la première partie, 13 titres présentés dans cette deuxième partie. Sans plus tarder, c'est parti. On commence avec un très bel objet, Les Chats du Louvre. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 aux éditions Futuropolis. C'est du Taiyo Matsumoto et c'est en partenariat avec le musée du Louvre. D'autres auteurs se sont prêtés au jeu aussi, il y a eu Jiro Taniguchi, il y a eu l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure et il y a eu également Naoki Urasawa. Moi le seul que j'avais lu jusqu'ici c'est Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi. C'est pas mon œuvre préférée, loin de là de l'auteur, et j'étais curieux de voir comment Taiyo Matsumoto allait appréhender cet exercice. Toujours dans cet univers très onirique de l'auteur, on va se retrouver dans le musée du Louvre où des chats se baladent. Et on va découvrir que ces chats sont un petit peu les gardiens des œuvres d'art qui sont exposées dans le Louvre et qui vont changer de forme la nuit. Pour moi là, en comparaison aux Gardiens du Louvre, on est sur un autre level. Matsumoto a rempli l'exercice à merveille. Et pour moi, avec Les Chats du Louvre, on est sur une ode aux œuvres les moins connues comme les plus connues du musée le plus visité au monde. Visuellement, c'est magnifique et ça rend un hommage incroyable au musée. Je pense que pour mon appréciation personnelle, ce serait aux alentours de 16 sur 20. Mais pour la qualité de l'œuvre, la difficulté de l'exercice et l'hommage incroyable qui est rendu, je vais mettre un 17 sur 20 au Chat du Louvre. Pour la deuxième lecture de cette tier list, on va être sur du numérique. Le mois dernier, je n'avais pas tenu mon engagement de lire un Tezuka par mois, pour la simple et bonne raison que je me suis lancé dans l'histoire des Trois Adolphes. J'ai suivi le manga le plus cité dans les commentaires. Il faut savoir que l'histoire des Trois Adolphes, c'est 2 tomes comme ça. Donc je pense que je vais revoir un petit peu mon défi, et on va dire que c'est un volume de Tezuka par mois. Donc je suis à jour, j'avais lu le premier volume le mois dernier, et j'ai lu le deuxième ce mois-ci. Et quand je me dis qu'il y a des œuvres comme Phoenix qui font 6 tomes, je crois, on va plus se caler sur un volume par mois qu'une série par mois. L'histoire des Trois Adolphes va débuter dans l'entre-deux-guerres, en 1936, et va suivre dans un premier temps Sohei Toge, qui était un journaliste chargé de faire un reportage sur les Jeux Olympiques d'été qui se tiennent à Berlin en 1936. Son frère qui étudie en Allemagne va vouloir le rencontrer le plus vite possible pour lui parler de ses recherches, sauf qu'il va être assassiné. Et Sohei Toge va découvrir que l'objet des recherches de son frère était un document très précieux concernant Adolf Hitler qui pourrait mettre fin au Troisième Reich. Il s'agit de la preuve de la lignée juive d'Adolf Hitler. On va également se concentrer sur 3 personnages qui s'appellent Adolf, dont Adolf Hitler. On va avoir un Adolf qui est à moitié japonais, à moitié allemand, et un autre Adolf qui est juif, qui sont des amis d'enfance que la guerre et la différence d'origine va petit à petit séparer. Encore une fois, je suis impressionné par le travail d'Osamu Tezuka. J'ai compris directement la portée de cette œuvre en la lisant. Cette force d'arriver à jongler entre 3 destins liés mais si différents, tout en mêlant rebondissements, romance, amitié, trahison. On voit vraiment que Tezuka a été un scénariste de génie. Pour moi, l'histoire des Trois Adolphes, c'est une œuvre à lire absolument. C'est une œuvre de patrimoine. J'ai préféré honnêtement Ayako et Demain les oiseaux, parce que le récit a tellement de poids et tellement lourd que parfois ça m'a forcé à faire des pauses, je pouvais pas tout m'enchaîner. D'où le fait notamment que j'ai mis 2 mois à lire les 2 tomes. Mais attention, pour moi ce n'est pas un défaut, c'est justement ce qui en partie rend ce manga totalement génial. Donc maintenant c'est à vous que je pose la question, quel sera mon prochain Tezuka? J'aimerais enchaîner avec une œuvre moins longue, je ferai peut-être La vie de Bouddha et Phoenix plus tard. Donc si vous avez une œuvre en un tome, c'est parfait. En tout cas je vais mettre un 17 sur 20 à l'histoire des Trois Adolphes. Chez Le Renard Doré, je vais vous parler du tome 1 de Louve. Louve, ça va nous parler d'un frère et de sa sœur, dans un coin loin de la ville plutôt reculé, qui a tendance à être délaissé par les autres. Mais les habitants du coin ne vont pas manquer une seule occasion de railler la sœur du héros, puisqu'elle a une particularité physique. En effet, elle a une malédiction, elle a le physique d'une louve. De la même autrice, Miyako Miya, j'avais déjà lu Contes fabuleux de la nuit que j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup son style graphique, mais aussi sa façon de narrer ses histoires. Et pour moi, par rapport aux Contes fabuleux de la nuit, là on passe un cap avec Louve. Ce sera une série terminée en 2 tomes et ça démarre très très bien. J'ai trouvé ce petit garçon et sa sœur maudite vraiment hyper attachant. Et ce mix entre ce style un petit peu chibi et les messages difficiles qui sont passés avec une narration très particulière, ça fonctionne à merveille pour moi, c'est vraiment une super belle découverte, avec une édition au top du top encore une fois. Alors regardez la couverture, je la trouve trop belle. En tout cas moi j'ai vraiment beaucoup accroché, je vous le conseille si vous aimez les dessins de cette autrice, puis j'attends avec impatience
le tome 2. Pour moi, ce sera un 17 sur 20 pour Lou. On va parler rapidement du manga suivant puisqu'il s'agit du tome 109 de One Piece. Je peux pas trop en parler sans spoiler. Toujours aussi fan de ce que Glénat a fait avec ses premiers tirages métallisés. Là, avec la couleur rose, avec Kuma, ça rend super bien. Bon, j'avais déjà lu tous les chapitres présents dans ce tome, mais c'est toujours un plaisir de les relire en relié. Surtout que ce qui se passe dans ce tome, c'est vraiment très important pour l'histoire. J'avais adoré le lire en chapitre. Je vais rien dire de plus pour pas spoiler, mais vive One Piece. Pour moi, ce sera un 18 sur 20. Le tome 31 de One Punch Man avec cette couverture limitée que j'avais pas forcément commandée. En plus, je suis un petit peu dégoûté parce qu'elle est pas réversible. C'est que dans la plupart des tomes elle l'est, mais il y a eu quelques soucis d'impression sur certains, dont le mien fait partie. Et pourquoi je suis dégoûté? Parce que la couverture originale, elle avait King, qui est mon personnage préféré de la série, et qui est juste exceptionnel dans le début de ce tome. Honnêtement, avant de lire ce tome 31, je me suis dit, bon, à la fin, je vais commencer à râler parce que cet arc est beaucoup trop long, mais à chaque fois que je lis le tome, je me régale. Là, on a pour moi les deux meilleurs personnages de One Punch Man qui sont mis en avant, King et Saitama. De l'humour toujours à profusion et qui marche bien. Et bien sûr des combats incroyables, sublimés par les dessins de Yusuke Murata. Comme pour Kaiju No. 8, c'est un régal à chaque fois. Je vais lui mettre un 16 sur 20. Ça aussi, c'est une série que j'adore. River End Café et son tome 4 sur 9 avec cette belle couverture limitée. Surtout que pour le coup, j'aime pas trop la couverture standard. Hop, la voici. Toujours ce format épisodique, mais avec quand même un fil rouge en fond. Et moi, River End Café, ça me fait un bien fou à chaque tome. J'ai l'impression d'avoir une version sombre de Escala Yokohama avec des idées de Tokyo Ghoul, mais surtout un style à lui-même à part entière. Le mélange tranche de vie et surnaturel est parfaitement bien géré. Je sais que ça en avait effrayé certains. Moi, j'ai de suite adoré et je trouve que c'est de mieux en mieux exploité au fil des tomes. Pour moi, c'est juste génial. Je vais lui mettre un 18 sur 20. Ankama m'a fait le plaisir de m'envoyer 2 tomes ce mois-ci, dont le tome 2 de Run to Heaven de Twan. J'avais très hâte de lire ce tome 2. Le tome 1, je me l'étais d'ailleurs procuré moi-même. C'est un manga que j'attendais beaucoup puisque j'avais lu la première version de Run to Heaven de Twan quand il était en auto-édition. Et ce que j'ai aimé dans ce tome, c'est que l'auteur n'hésite pas à mettre son héroïne en difficulté. Elle a des choix très difficiles à faire, un destin qui paraît inévitable. Je suis vraiment fan des dessins de Twan, surtout quand on sait comment il les fait de manière très traditionnelle. Et j'ai hâte de savoir ce qui nous attend dans les prochains tomes. Je vais attendre ce tome 3 de pied ferme. Pour moi, ce sera un 17 sur 20 pour le tome 2 de Run to Heaven. Ça y est, on entre enfin dans le game avec ce tome 8 de Slam Dunk. Je pense que toutes celles et ceux qui découvrent Slam Dunk avec cette édition commençaient un petit peu à s'impatienter. Et même si les 7 premiers tomes étaient bons, on se demandait tous d'où vient cette réputation extraordinaire de Slam Dunk. Là, on commence à comprendre. On se concentre enfin sur le basket et je pense que ça va rester comme ça jusqu'à la fin du manga, mais aussi sur les qualités de Sakuragi parce que jusqu'à maintenant, on voyait juste un maladroit lourdeau. Là, on commence à voir le vrai potentiel de Sakuragi. Pour moi, c'était clairement l'un des meilleurs tomes depuis le début du manga. L'édition, on n'en parlera jamais assez, mais elle est toujours exceptionnelle. Je suis impatient de découvrir ce que le manga nous réserve pour la suite. Ce sera donc un 16 sur 20 pour moi. Je vais vous parler ensuite d'une lecture numérique. C'est un roman graphique que j'ai lu dans le cadre de mon partenariat avec Allscreen, la plateforme webtoon de Ankama. Ce roman graphique, il s'appelle Song et il va nous faire voyager entre passé et présent. En fait, dans le présent, on va avoir une mère qui raconte à sa fille son passé dans le maquis pendant la guerre du Vietnam. À cette époque-là, elle était en pleine adolescence et elle va lui raconter la complexité d'être une femme à ce moment-là. Les conditions précaires, que ce soit au niveau de l'hygiène, au niveau de la transformation de son corps, mais aussi au niveau de la nourriture qui était bien sûr rationnée en pleine guerre. Et surtout cette vie en communauté qui n'est pas toujours facile, surtout quand on est en pleine nature et sous la menace des bombes ennemies. J'ai trouvé l'immersion vraiment totale dans Song. On a l'impression d'être avec elle au Vietnam pendant la guerre. Les dessins sont vraiment très beaux. On joue sur le changement de couleur pour changer l'ambiance. Et j'ai trouvé ça très intelligent. Moi, je suis pas habitué aux romans graphiques. Je pense que j'en ai très peu lu dans ma vie. C'était un petit peu un saut vers l'inconnu, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. Surtout que pour ma part, il y a 10 ans, j'ai vécu 1 an au Vietnam et c'est une expérience qui m'a profondément marqué. Alors lire une histoire sur la guerre du Vietnam, un pays que j'aime autant, bien sûr passionné, captivé. Et le travail des autrices Ai-Han, Pauline Guiton est incroyable. Une vraie belle découverte et une lecture qui sort un petit peu de mes lectures habituelles et à laquelle je vais mettre
17 sur 20. Décidément, il n'y a que des lectures que j'adore, et ça tombe bien, puisqu'on va parler de The Alpine Climber, le tome 5 sur 7, avec toujours l'histoire vraie de Yasushi, bien sûr un petit peu romancée, et on voit toujours que sa vie était un vrai shonen. Dans ce tome-là, on va avoir le vrai duo entre Yasushi. Dans ce tome-là, on va avoir le vrai duo entre Yasushi et Yuji, qui vont partir ensemble au Yosemite, un parc aux États-Unis, pour faire de l'escalade libre. Mais un duo, ça ne marche pas tout le temps bien, donc dans ce tome, il va peut-être y avoir des dissensions entre les deux. Personnellement, plus les tomes passent, et plus je suis fan de cette série. Ça avait moyennement démarré avec le tome 1, et petit à petit, ça escalade, c'est le cas de le dire. J'adore l'escalade et l'alpinisme dans le manga, et je trouve que c'est très bien fait ici. En plus, on en apprend beaucoup plus sur ce sport, puisque tout nous est expliqué sans jamais que ça soit lourd. Et là, on se retrouve à 2 tomes de la fin, donc j'ai hâte de savoir la suite. Je me spoil pas sur l'histoire vraie de Yasushi, justement pour pouvoir découvrir jusqu'à la fin en version manga. Et c'est une salve de bonnes notes, puisque ce sera également un 17 sur 20 pour The Alpine Climber. Ça, c'était bien aussi. The Song About Green, c'est terminé en 2 tomes. Les 2 tomes sont sortis d'un coup d'ailleurs. C'est chez Saka, dont j'adore le catalogue. Je suis quand même rarement déçu des séries récentes chez Saka. C'est un manga sur le thème de la musique et de la romance. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Lou, qui à la base vit plutôt dans la campagne taïwanaise et va déménager à Taipei pour ses études. Elle est plutôt timide, réservée, donc elle va mettre du temps à s'habituer à cette grande ville, à cette capitale, et elle va aussi faire la rencontre d'un garçon, surtout que ce garçon joue de la musique. Moi j'étais déjà convaincu par The Song About Green par rapport aux extraits que publiait Saka sur Instagram. L'édition est impeccable, en plus d'être magnifique visuellement, je trouve que le confort de lecture pour un grand format comme ça est vraiment cool. Au niveau de l'histoire, cette romance aussi timide qu'impossible va nous plonger au final dans une certaine sérénité tout au long de la lecture. Il faut prendre le temps de lire The Song About Green. Faut pas s'attendre à un manga d'action, hein, c'est pas du tout le cas. C'est lent, mais c'est cette lenteur qui fait le charme du manga. Moi personnellement, j'avais l'impression d'être sur un petit nuage du début à la fin. Et malgré la lenteur du récit, je me suis vraiment jamais ennuyé. Et j'ai bien aimé les choix assez forts de l'autrice au niveau du dessin, puisque tour à tour, elle va se concentrer sur les personnages, donc avec beaucoup de détails, ils sont magnifiques d'ailleurs, mais l'arrière-plan va être plutôt vide, plutôt blanc, et sur d'autres planches, parfois des doubles planches, elle va là se concentrer sur les paysages, et on va avoir des paysages détaillés, vraiment somptueux. Donc pour moi, le tout a été brillamment exécuté. C'est pas un manga pour tout le monde, c'est pas un manga que je vais conseiller à tout le monde, parce que je sais que certains peuvent s'ennuyer avec ce type de manga. Moi, c'est pas mon cas, j'aime bien les mangas contemplatifs, j'aime bien quand c'est lent, sans qu'il y ait de longueur, et c'est ça qui est bien fait dans The Song About Green. Je me tâte entre 16 et 17 sur 20, mais je vais quand même mettre un 16 sur 20, parce que quand je vois les mangas qui sont classés dans 17 sur 20, j'ai quand même nettement préféré à The Song About Green, même si j'ai beaucoup aimé ma lecture. Par exemple, là on est sur un 17 sur 20, je vous spoil déjà la note, avec ce tome 3 et le dernier tome de Tokyo ces jours-ci de Taiyo Matsumoto. Shiozawa, l'éditeur, est toujours décidé à lancer son magazine. C'est toujours une ode à la création, avec le bien qu'elle apporte, mais aussi le mal, avec toutes les angoisses qu'elle va apporter aux auteurs. C'est magnifique. Franchement, c'est un sacré manga. J'en ai profité pour me relire le tome 1 et le tome 2 pour vraiment savourer ce tome 3, mais je pense que ça nécessite encore une autre lecture pour encore plus apprécier l'œuvre. Mais des œuvres que j'ai lues de Taiyo Matsumoto, ça va dans le haut du panier pour moi. Donc vous l'aurez compris au début de cet avis, ce sera un 17 sur 20 pour Tokyo ces jours-ci, le tome 3. Et on finit avec le deuxième manga qui m'a été envoyé par Ankama, encore merci à eux, c'est le tome 3 de Urbance, toujours ce style très street art de l'auteur. Et dans ce tome-là, on va découvrir la face cachée du monde d'Urbance. On sent qu'on a encore plein de choses à apprendre sur ce monde, mais aussi sur les personnages, puisque les relations entre chacun des personnages prennent une autre tournure dans ce tome. Je pense quand même que j'avais légèrement préféré les 2 tomes précédents. J'en profiterai pour me relire les 3 tomes quand le 4e sortira. Surtout que Joel Dos Reis Vegas a plutôt un bon rythme de sortie, puisqu'on a un tome tous les 6 mois à peu près, et c'est un manga qui sort vraiment de l'ordinaire, en sens de lecture français. Très curieux de découvrir le tome 4, en attendant ça sera un 15 sur 20 pour ce tome 3. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si certains des titres que j'ai présentés vous ont fait un petit peu de l'œil. J'adore avoir des retours sur des personnes qui ont lu des mangas grâce à mes avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Salut!